juste peut-être pour introduire, je voulais vous signaler que l'intervention est prévue, et merci aux personnes du COPES d'avoir fait les montages vidéo, de 2 films très anciens. Nous n'avons pas à notre connaissance d'autres films qui parlent de la question des séparations parents-enfants sur le mode de ce que vous allez voir tout à l'heure. Et donc ce film qui a 60 ans, c'est un film qui a été fait par les Robertson lors de recherches avec John Bowlby sur la théorie de l'attachement. Peut-être que certains le connaissent, mais il semblerait que ce film ne soit pas si connu que ça. Comment ? Pour les jeunes générations, voilà, vous connaissez le film déjà, donc ça va être une répétition pour vous-même. Mais je crois que c'est tellement fort, c'est tellement fort et ça rajeunit que, en fait, c'est toujours très émouvant de le regarder. Alors, si j'ai choisi ce film par rapport au thème qui a été proposé par l'équipe du COPES, ce film donc, concerne un petit garçon de 17 mois qui va dans une nurserie pendant que sa maman va accoucher d'un 2e bébé. Je ne vous passerai pas tous les détails, le film dure 45 minutes, mais on ira directement à la fin ensuite pour voir comment s'opèrent les retrouvailles et la rencontre entre mère, père et enfant. Et ensuite, il y aura un petit commentaire du docteur Myriam David, pionnière sur la question des séparations et des questions des absences et de la vie psychique du bébé et ses signes de souffrance, qui donnera son opinion à propos de ce qui s'est passé pour Joël. Voilà. Et entre-temps, donc dans mon introduction, je vais vous parler d'un autre film. Peut-être connaissez-vous ce film d'animation récent intitulé Ma vie de courgette et qui est adoré par les enfants. Le décor est planté dans ce film par la vie communautaire dans une grande bâtisse qui accueille des enfants placés. Dans cette ambiance colorée et ludique, nous assistons au déroulement de la vie quotidienne de ces enfants qui vivent en institution, de leurs échanges et de la réflexion sur la vie, rythmée aussi par les venues régulières de visiteurs ou de parents. S'installe dans ce film une répétition qui devient même un comique de répétition dans la durée, car une fillette d'environ 8 ans accourt et surgit sur le perron de la demeure dès qu'elle entend le bruit d'une voiture qui s'annonce ou qu'une personne franchit le seuil de la cour. À chaque fois, sort de sa bouche un mot interrogateur. Maman ? Et à chaque fois, non, ce n'est pas maman, mais la déception permanente ne la fait pas renoncer et systématiquement dans une surprise renouvelée et une émotion déçue qui saisit cet enfant, à laquelle nous nous identifions, nous sommes avec elle dans l'espoir qu'enfin elle retrouve sa mère. Au cours du film, la mère arrivera un jour, mais ce jour-là, quel désarroi, quelle frayeur, quel effroi même de la voir vraiment, au point où les retrouvailles sont impossibles et l'enfant va se réfugier dans les bras de son éducatrice. Je crois là qu'on retrouve un peu ce que disait Sandrine ce matin sur la question du lien psychique signifiant et la rencontre réelle de chair avec la maman. Et pourquoi ce manquement, cette impossibilité ? Effectivement, à côté du manque et de l'absence, de la liaison et de l'impossibilité de se voir, se crée un espace psychique qui est créé dans ce temps d'attente des retrouvailles. Elle est la marque du vivant de la vie mentale et des efforts internes colossaux qui sont à l'œuvre, s'appuyant sur des expériences antérieures pour l'enfant, suffisamment constructives, avec l'idée de leur retour possible de l'absence. Sans cela, l'absence serait le vide, le néant et la non-pensée. Ainsi, s'individuer, subjectiver, symboliser, avoir y compris de l'agressivité est normal et permet de développer dans un processus qui demande du temps son identité au sens de self.
L'attente, donc, est l'aiguillon de la pensée et se trouve juste entre séparation et retrouvailles, ou, si vous voulez, entre absence et présence, ça dépend des concepts et théories qu'on utilise. Donc, je viens de dire que l'attente est l'aiguillon de la pensée et le mouvement psychique qui soutient les attitudes d'anticipation dans l'organisation des schémas associatifs chez l'humain permettent de déployer de proche en proche l'expérience, la répétition, la mémoire préverbale chez le jeune enfant dans un temps circulaire avec un environnement fiable. Ce manque qui crée un écart en lien avec l'idée de la perte n'est pas seulement douleur à penser, car l'attente peut aussi, entre absence et présence, être jubilatoire lorsqu'elle se tourne du côté de l'excitation pour un enfant plus jeune, dans le rythme imposé, dans le style interactif avec le parent. Dans ce lien intersubjectif mère-nourrisson, au début, le « être là ensemble » s'appuie sur les expériences toujours antérieures, alternées de toujours ces mouvements d'oscillation entre séparation et retrouvailles, qui construisent un tempo. Entre les deux, dans l'interstice, se place l'attente, le manque, le jeu de cacher coucou. Et puis l'arrivée de la maman produit toujours une surprise chez le bébé. En surprenant son bébé, la maman introduit un écart entre les deux partenaires. Les retrouvailles du visage, la maman qui utilise le drap et qui le soulève dans un jeu de cacher-retrouver, les yeux qui s'ouvrent et qui se ferment, puis la main qui chatouille, la main qui fait les marionnettes, qui attire l'attention avant de disparaître. Disparition partielle de l'autre, certes, et qui revient, comme dit la chanson, quand les enfants dormiront. Le jeu recommence, puis surgit à nouveau la main de la mère qui n'est pas là où le bébé l'attendait tout à fait exactement et qui en est surpris. Elle est juste à côté et ce décalage est essentiel pour l'enfant. Cette surprise, cet inattendu qui advient, provoque un arrêt momentané, peut-être même une petite sidération ou un effet de séduction qui est aussitôt suivi par une embrassade maternelle. Le bébé se laisse aller à cette petite intrusion et le rire partagé fait qu'il en redemande énormément selon ce processus et ce rythme soutenu par la mère, attentive aux capacités maturatives de son bébé. Puis ce processus devient un espace de jeu. Le bébé s'excite à tenter de le comprendre et l'espace proximal entre les corps qui produisent des espaces entre collage et décollage entre les partenaires dans l'intensité émotionnelle partagée. On observe ici aussi souvent que le bébé, comme une boucle de retour, aime toucher le visage de la maman qui l'accueille avec plaisir dans ce moment et se laisse faire. Pour chacun des protagonistes, c'est l'écart dans cet espace potentiel investi et riche qui ouvre la tenaille de l'emprise et du collage. La mère, le père, prend le risque de surprendre et tromper son petit, de le rendre perplexe. Par les jeux de surprise, à travers la relation, la maman introduit un tiers, de l'ailleurs, et elle accepte de faire défaut à son bébé qui s'y prépare. Elle s'autorise des manquements qu'elle dose avec un mélange à la fois de langage, de motricité et d'affect, qui finissent par les faire jubiler tous les deux, et en se serrant très fort, comme si le bébé venait d'échapper à un redoutable danger. Le plaisir des retrouvailles, la chute de faim de cette expérience partagée, sera d'autant plus importante selon que l'attitude de l'adulte aura fait attendre ce moment au risque que l'enfant commence à se détourner ou qu'au contraire, que celle-ci survienne plus tôt que prévu. Cet accordage nécessaire qui fait exister, penser, se rencontrer, porte toujours une part de plaisir, une part d'agressivité et une part de surprise. La surprise, nous dit Daniel Marcelli, touche et affecte le sujet, le déconcerte et le prend à l'improviste. Et c'est bien dans ces petites ruptures, sur fond de stabilité, anticipées par l'autre, avec l'adulte, qu'advient pour l'enfant dans un vacillement de la relation et la capacité de faire naître le travail de subjectivation et de la pensée.
Le manquement de la mère, à travers les jeux corporels dans lesquels elle impose des variantes, et qui n'est pas là où on l'attendait vraiment, donne une configuration au proto-rythme étayant de la vie mentale, à condition bien sûr, disons-le, que ceux-ci ne produisent pas de brisures psychiques chez l'enfant par des écarts et des imprévisibilités inassimilables pour lui. Les réactions de l'enfant nous montrent son appétit, sa solidité et son engagement pour les relations et l'intégration de la destructivité qui se transforme activement par sa propre créativité et l'engage à être acteur. Effectivement, à condition de ne pas être médusé, sans recours et sans qu'il y ait une désorganisation du monde externe pour lui. Mais parfois, l'empiètement de ce potentiel, par l'état de vulnérabilité ou de détresse, crée un sentiment d'étrangeté ou d'effroi qui menace l'intégrité psychique, toujours en voie de développement à cet âge. Et d'ailleurs, on peut dire que cette intégrité psychique se poursuit tout au long de l'existence, d'ailleurs. Et elle place l'enfant dans une situation extrême qui touche au rapport à la disparition et à la mort possible. Lorsque le processus de subjectivation est attaqué par l'impossibilité de transformer les expériences vécues, l'angoisse créée ne peut plus s'organiser depuis un signal d'alarme qui alerte vraiment l'enfant, mais elle devient un retournement en un effondrement de la pensée. Ainsi, prendre en considération le degré d'immaturité de l'enfant reste toujours pour moi du point de vue professionnel, une question complexe. Pourquoi ? Parce que j'ai observé tout au long de 40 ans d'expérience professionnelle que c'est plutôt avec les enfants les plus en difficulté que nous avons le plus de mal à effectuer des transitions et accompagner à la fois physiquement et psychiquement ces enfants. Alors que pourtant, on a dit tout à l'heure ce film sur John à 60 ans, nous avançons certes, et que nous savons par contre qu'il est acquis dans les lieux d'accueil de jour, les crèches, qu'il existe maintenant des périodes dites d'adaptation ou de familiarisation qui sont considérées comme fondamentales, qu'elles sont utilisées aussi maintenant dans les écoles, y compris pour faire les passages d'adaptation dans les collèges, comme soutien liant pour la pensée des enfants, alors que dans les situations où les enfants sont accueillis de jour et de nuit, en fait, rares sont les institutions qui accompagnent en faisant ce qu'on appelle des anticipations et des adaptations. Donc vous allez voir ce film-là de John, que je vous ai présenté tout à l'heure. Et je vais vous laisser regarder les images, ça dure très peu de temps, et puis après je ferai un petit commentaire. John, âgé de 17 mois, 9 jours en pouponnière. John a 17 mois. Il ira bientôt en pouponnière, tandis que sa mère sera à la maternité pour la naissance d'un deuxième bébé. Il n'a jamais été soigné par quelqu'un d'autre que sa mère. Son père exerce une profession libérale et la famille vit confortablement. John est un enfant calme et facile. Ses parents le laissent libre de ses mouvements. Lui et sa mère ont une relation paisible et harmonieuse. Soudain, John se trouve dans un monde étranger. Ses parents l'ont amené à la pouponnière pendant la nuit lorsque sa mère a senti les premières douleurs. Il pleura quand ils partirent, mais s'endormit en une demi-heure. Il scrute le visage inconnu de Nurse Mary. La couverture
couverture est son objet protecteur favori, contre laquelle il se pelotonne. Elle vient de la maison. Un autre visage inconnu, Nurse Christine. Alors, ce petit garçon donc, est accueilli dans une pouponnière. On voit dans le film ce petit enfant pendant les 3 premiers jours qui est capable de s'adapter, qui est capable d'entrer en relation avec les professionnels qui s'occupent de lui mais qui ne sont pas des adultes de référence, c'est-à-dire que dans ce lieu, les tâches s'effectuent au fur et à mesure que les personnes observent les demandes des enfants. Ce petit garçon, on l'a vu, a une capacité de jeu qu'il commence vraiment à perdre au bout de 3 jours. Ce petit enfant aussi ne s'approche pas trop des autres. Au début, il mange plutôt bien. Il dort plutôt bien aussi. Alors, il y a la visite de son père qui vient 1 heure par jour. C'était quelque chose qui avait été proposé dans ce fameux protocole de recherche, mais qui n'existait pas à l'époque. Il y est venu aussi avec son objet de transition, sa couverture. Et en fait, comme l'organisation institutionnelle ne tient pas compte de la vie psychique de l'enfant, effectivement, on voit qu'au bout de 3 jours, ce petit enfant de 17 mois aura tenu pendant 3 jours, mais au bout de 3 jours, il commence vraiment à s'effondrer. Alors cet effondrement, il se manifeste comment? Il commence à se manifester par le fait qu'il refuse la nourriture, il bouche beaucoup ses oreilles parce qu'il trouve qu'il y a beaucoup trop de bruit. Les enfants, c'est vrai, sont très bruyants. L'autre chose aussi, c'est qu'on le voit jouer de moins en moins et commencer à traîner sa couverture et aller vers des ours en peluche qui le rassurent, comme si, comme dit Tisserand, les objets inanimés deviennent plus importants pour lui que les humains, alors que pourtant il fait des petites tentatives assez discrètes pour essayer d'aller vers les professionnels, qui ne voient pas en fait que son état se dégrade, parce que en fait au niveau psychomoteur c'est quelqu'un qui bouge dans la pièce. Ceci dit, à partir du 6e jour, on voit vraiment un écroulement encore là au niveau du développement psychomoteur de cet enfant qui est de plus en plus par terre, qui a des postures de plus en plus pauvres et qui est de moins en moins en relation avec les professionnels. Et c'est un enfant qui commence à pleurnicher beaucoup. C'est un enfant aussi au 6e jour qui a une poussée de température importante et qui est inexpliquée. Si je dis ça, c'est que pour moi, ça signe vraiment à peu près tous les signes de souffrance qu'on voit des bébés. Martine, si tu veux en parler un petit peu après, ça serait bien. Au niveau somatique, vous voyez, cet écroulement psychique s'accompagne d'un écroulement psychosomatique, vraiment pour l'enfant. Et donc, ce que je voudrais dire qui est tout à fait étonnant pour moi, c'est que là, en fait, on a vu qu'il s'agissait d'un petit enfant qui vivait dans un milieu stable et fiable, mais en général, pour ce qui concerne les enfants accueillis à l'aide sociale à l'enfance, on n'est pas dans cette configuration. C'est-à-dire ce petit-là nous a montré qu'il avait des réserves et que si l'environnement avait été facilitant pour lui, malgré la peine qu'il avait eue, je pense qu'il aurait pu pas se sortir d'affaire, mais affronter en fait cette situation compliquée. Là en fait il peut s'accrocher à rien, si ce n'est à lui-même et à sa couverture, et on le voit de plus en plus installé sur le sol, et là ça fait penser aux travaux de Geneviève Hague et de Bullinger sur la question de plus on est dans quelque chose de dégradé, plus on est on passe d'une tridimensionnalité en régressant dans juste une bidimensionnalité du développement, avec évidemment une pauvreté qui accompagne tout le développement de l'enfant. Je reviens à ces enfants carencés, souvent placés à l'aide sociale à l'enfance. Eh bien, ils n'ont pas eu, pour eux, c'est un double effondrement.
Parce que si John a une maman qui avait une capacité de rêverie maternelle, un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure autour des jeux de chatouille, la surprise, la question de l'attente qui permet à l'enfant d'anticiper, de penser les expériences vécues d'un point de vue préverbal, eh bien les enfants accueillis à l'ASE régulièrement sont des enfants d'ailleurs qui n'ont pas souvent d'objets de transition, en tout cas j'en ai rarement vu, ou alors ces objets de transition qui sont appelés des doudous sont plutôt des objets fétiches. Je crois que souvent il y a une confusion sur la question de l'objet, de l'utilisation de l'objet transitionnel, surtout que maintenant le commerce s'en est mis aussi à dire que voilà, le doudou fait partie du sac à dos de l'enfant, mais la question c'est comment psychiquement il est investi. L'autre chose aussi, c'est que ces enfants sont des enfants qui ne sont pas placés pour des prunes les 3/4 du temps à l'ASE et ont eu une relation compliquée avec leurs parents entre perte et collage, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de transitionnalité pour ces enfants-là. Et du coup, ce sont aussi des enfants qui souvent ont du mal à se laisser toucher. Ce sont des enfants qui mettent en difficulté les professionnels qui font les soins corporels, qui constituent les soins de base pour ces enfants et les entraînent et les réparent du point de vue de la relation. Et du coup, on s'aperçoit que pour ces enfants, c'est plus dramatique encore que par rapport à ce petit John. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que c'est pas coutume de la citer dans les interventions. Je voudrais parler du travail de Anna Freud. En 1965, elle soulignait combien le degré d'équilibre interne, compatible avec le développement normal d'un enfant, pouvait être difficile à établir dans le travail de soins et d'accompagnement. Elle soulignait que les forces qui influencent le développement de l'enfant sont autant internes qu'externes, c'est-à-dire que là, elle est vraiment raccord avec Winnicott sur l'importance de l'environnement extérieur, et que pourtant, cet environnement externe, pour une grande part, n'est pas sous le contrôle de l'enfant, et que celui-ci est tout le temps soumis à la qualité de son premier environnement. Alors que pourtant, dit-elle, il participe à la construction de l'identité aussi, la consolidation de l'individualité et la capacité à déployer et amplifier le processus psychique de la permanence de l'objet dans la période préverbale. Alors pourquoi je parle aussi de Anna Freud? C'est que dans mon expérience, j'ai beaucoup assisté à des confrontations théoriques où il y avait beaucoup de désaccords parfois entre les professionnels, chacun se référenciant à des théories différentes, et peut-être que vous vous souvenez de ce qui a été dit à propos des polémiques entre Anna Freud et Mélanie Klein. Et il faudrait juste se rappeler que, avant tout, c'est l'observation clinique des enfants qui doit nous guider dans nos théories et pas l'inverse. Et si tout simplement on se redit que Anna Freud travaillait à la Hampstead Clinic, c'est-à-dire dans une pouponnière, et que évidemment elle ne pouvait pas voir les mêmes enfants que Mélanie Klein, qui recevait dans son cabinet privé, elle ne voyait pas la même chose, ça ne s'oppose pas, mais c'est complémentaire et c'est très riche pour nous du point de vue de la compréhension de comment se construit un humain. L'autre chose que disait Anna Freud, c'est que les stratégies de défense et de survie que déploient alors les jeunes enfants sont très coûteuses car elles épuisent le combat pour la pensée vivante, active et émancipatrice. Voilà. Alors peut-être que du coup on va passer au deuxième film. Alors donc là, vous allez voir, c'est le 9e jour, puisque ce petit garçon a été séparé 9 jours de sa maman. Vous allez voir la qualité, comment ça se passe au niveau de comment il se retrouve, et ça va nous en dire long sur ce que l'enfant a dû vivre. Le 9e jour, John fut en larmes dès l'instant où il se réveilla. C'est le dernier jour de la séparation d'avec sa mère, rendu plus dramatique parce que personne n'a pris sa place. La manière dont John réagira lorsqu'il reverra sa mère sera une première indication des effets de cette séparation sur leur relation. À l'exception de Pat, toutes les infirmières étaient inconnues.
Il est 10 heures du matin et la maman de John va bientôt venir le chercher. Quand John vit sa mère, il commença à pleurer bruyamment et à se démener de façon incontrôlée. Il regarda sa mère, mais se détourna rapidement. Après quelques instants silencieux, il hurla et se débattit pour lui échapper. Avec douceur, je lui parlais de sa mère et de son retour à la maison. Pour sa mère, c'était une expérience pénible. Elle pouvait voir combien John avait besoin d'elle et elle voulait le réconforter comme elle l'avait toujours fait. Mais il ne voulait pas qu'elle s'approche. Après une lutte, il se blottit contre elle. Son père arriva quelques minutes plus tard. De nouveau, John s'éloigna de sa mère. Pour la première fois, il la regarda en face. C'était un regard qu'elle n'avait jamais vu avant. John avait avec sa mère une relation dont il était sûr. Soudain, il perdit sa tendre sollicitude. Il n'y eut personne pour prendre sa place. Quand sa mère revint, il ne put l'accepter. Que représentera cette expérience pour John et sa famille? Alors, l'autre chose qui est tout à fait importante aussi, c'est que on voit la réaction de l'enfant. Hein. Alors là, vraiment, je crois que ce que Freud nous a dit à propos de l'inquiétante étrangeté, on le vit en direct hein, par rapport à cet enfant. Et par rapport à la maman aussi, n'oublions pas, c'est que l'enfant, il est face à une maman qui le met dans un état de désorganisation. Est-ce que c'est la mère oubliée? Est-ce que c'est la mère chassée? Est-ce que c'est la mère inquiétante? La mère non fiable qui fait que du coup il est dans cet état? Mais en tout cas, du point de vue de l'observatrice, Madame Robertson, vous avez vu qu'elle sort de sa place d'observatrice et elle s'engage et elle devient médiateur entre les deux. L'autre chose, c'est qu'il semblerait, quand la maman dit que l'enfant a un regard qu'elle ne lui connaissait pas, le regard de l'enfant devient intimidant pour la maman.
Et en fait, l'attitude de l'enfant influe et désorganise aussi l'attitude maternelle qui est désemparée. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est important à dire par rapport à la question des visites médiatisées, parce que souvent on a tendance, compte tenu du fait qu'il y a des séparations parents-enfants qui sont très complexes, douloureuses, difficiles, et que parfois dans les espaces de visite médiatisés, les retrouvailles sont aussi très compliquées, mais vous voyez que là, organiser des visites médiatisées, c'est prendre aussi en compte le niveau de maturation et du développement de l'enfant qui fait qu'il a construit des mécanismes de défense qui font que si on n'accompagne pas, il ne peut pas retrouver sa mère, quelle que soit l'histoire qu'ils ont. L'autre chose aussi, c'est que dans nos institutions actuellement, c'est vrai que les institutions sont aussi un peu désorganisées, je dirais. Et c'est ainsi que quand j'interviens, que ce soit pour le COPES ou dans d'autres situations, les personnes, quand on parle de l'importance de l'adulte de référence pour les enfants, c'est-à-dire que quelqu'un qui porte à la fois la continuité physique et psychique pour l'enfant, c'est-à-dire l'environnement externe et l'environnement interne, eh bien en fait, il y a des personnes parfois qui me disent « Mais si, Madame Deutry, on fait l'adulte de référence, ça se pratique chez nous. » Et alors quand je demande qu'on explique, par exemple, eh bien c'est l'adulte de référence à la journée. Où c'est l'idée que comme il y a beaucoup de turnover chez les professionnels, se met en place ce qu'on appelle des références collectives. Mais ça, si c'est peut-être acceptable pour des enfants plus grands, vous voyez que pour des enfants petits, c'est quelque chose qui est impensable. Pourquoi ? Parce que c'est dans les soins corporels que se construit aussi la vie psychique et relationnelle du bébé. Et que du coup, devoir avoir affaire à des tas de gens différents ne fait que renforcer des mécanismes de défense. J'ai beaucoup observé ça, par exemple, dans les pouponnières où j'ai fait des observations thérapeutiques, y compris des bébés qui ne veulent plus regarder, qui détournent la tête, ou ont ce qu'on appelle les yeux en couchant de soleil, c'est-à-dire en fait qui baissent vraiment les yeux pour ne plus voir du tout, et se laissent faire, se laissent toucher en étant complètement amorphes ou alors en hyperextension. Voilà, et comme je vois que le temps passe, donc vous allez avoir maintenant un petit commentaire donc, du docteur Myriam David sur cette situation. Ces deux documents ne permettent pas de répondre aux questions relatives aux effets à moyen et long terme de ce traumatisme précoce. Ceci nécessiterait des observations longitudinales détaillées dont nous ne disposons pas. Par contre, ils permettent de clarifier quelques points concernant, d'une part, les ressources et limites des jeunes enfants, d'autre part, la nature du traumatisme de séparation, enfin, les conséquences de ces données sur les soins prodigués aux jeunes enfants séparés de leurs parents. Alors, le premier point concerne les ressources et les limites. Le document illustre bien les ressources dont disposent les jeunes enfants à ce moment précis de leur développement, leur capacité à maîtriser la peur de l'étranger et les moyens qu'ils peuvent utiliser. Observer, se tenir à petite distance, s'approcher avec prudence, effleurer, toucher, etc. Leur capacité à maîtriser la peine de la séparation en utilisant un objet jouet et en fonction d'objets transitionnels, en étant rassurés par la présence du père ou de familiers proches. Leur capacité à entrer en relation avec une personne qui prend soin de lui et à se laisser soigner. Ces capacités leur permettent non de supprimer les émotions soulevées par la séparation, mais de les supporter et, tout en protestant, d'anticiper avec confiance le retour de la mère. Alors, si l'enfant ne dispose pas encore d'un langage verbal pour s'exprimer en mots, par contre son langage comportemental préverbal est suffisamment évolué et riche pour lui permettre d'exprimer clairement ses demandes, ses inquiétudes, ses désirs, qui nous deviennent donc accessibles, bien sûr à condition qu'on le regarde. Cette connaissance des ressources et limites aux diverses étapes du développement devrait être davantage connue et avec une grande précision, au même titre que par exemple celle sur le développement psychomoteur.
Elle devrait être l'objet de recherches complémentaires et enseignée à toutes les personnes s'occupant de jeunes enfants, car elle permet, à partir de l'observation de l'enfant, dans ses milieux de vie, de faire une évaluation commune des besoins de l'enfant séparé, à partir de laquelle il devient possible de discerner les besoins spécifiques d'un enfant donné et de proposer et mettre en place les mesures d'aide appropriées, indispensables et indiscutables. En l'absence de telles connaissances, on ne peut que s'en remettre à des jugements subjectifs, personnels, étayés souvent par des positions idéologiques ou des a priori théoriques qui opposent les uns aux autres les intervenants, qui passent alors et perdent alors leur énergie et leur temps à se contester et à vouloir se convaincre mutuellement. Alors je vais dire maintenant un mot de séparation et traumatisme. La séparation n'est pas traumatique en soi. Certes, elle est toujours chargée d'émotions intenses pour l'enfant comme pour ses parents. Et ceci plus spécialement au cours de la première enfance, où c'est l'absence de ces émotions qui doit inquiéter. C'est l'absence de moyens mis à la disposition de l'enfant et son éventuelle incapacité à les utiliser qui est traumatique. Parce que, ainsi que l'illustre John, cette absence met en échec le système défensif et adaptatif de l'enfant et de ce fait le confronte à un état d'impuissance déstructurante. Alors ce point si évident peut-il paraître est d'une grande importance, car s'il en est ainsi, le plus important n'est pas d'éviter une séparation lorsque celle-ci s'avère nécessaire, mais c'est par contre une responsabilité incontournable pour les décideurs, qu'ils soient médecins, juges, personnel des services de placement, assistantes sociales, etc., que de l'aménager parfaitement. Et au cours des interminables discussions si conflictuelles à propos de l'indication d'une séparation, le temps consacré à l'aménagement correct de la séparation devrait être au moins aussi important que celui consacré à l'indication proprement dite. L'indication la plus valable peut avoir des effets gravement nocifs si l'enfant n'est pas aidé. Et à l'inverse, on peut aider un enfant et ses parents à supporter une séparation qui n'est peut-être pas indispensable, encore qu'une grande prudence est nécessaire de toute façon. De plus, si l'effet traumatique de la séparation est déclenché par l'effondrement du système défensif de l'enfant, il faut remarquer que cet effondrement en provoque un autre, celui des retrouvailles devenues impossibles. Ah, ben, ça s'arrête là. Voilà, ça s'arrête là.